Sud Nuit. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce 22h à Joal. 8 pêcheurs portés disparus depuis un mois en mer. L'inquiétude plane chez les parents et proches qui dénoncent le mutisme et le manque de soutien de la part des autorités dans cette affaire. Réunis en collectif, les pêcheurs de Joal organisent une collecte de fonds pour poursuivre les recherches de leurs camarades en haute mer afin de les retrouver. Ahmed Ouad, porte-parole de Joal, est au micro de Moustapha Sall. Vraiment, nous sommes dans un gros total et nous sommes vraiment inquiets et vraiment très, très remontés parce qu'il y a un de nos parents pêcheurs qui était parti en mer depuis le 13 janvier, qui devait, depuis le 13 décembre, autant pour moi, qui devait faire 17 jours avec à son bord un équipage de 8 personnes. Mais depuis lors, il s'est trouvé qu'il n'est pas revenu à quai et qu'il avait pris la destination vers Elinkine. Donc depuis 30 jours, voire 31 jours, c'est déjà trop pour une pirogue qui faisait d'habitude 17 jours. On est parti une première fois les rechercher avec nos moyens de bord, avec des quêtes et des cotisations à valeur de 700 000 francs. On est parti, on a fait 4 jours en mer, on ne les a pas retrouvés, faute de moyens, parce que ces pirogues-là ont des habitudes de pêcher en haute mer. Et que si c'est en haute mer avec des filets maillants dérivants, le courant peut t'amener jusqu'à des hauteurs très, très avancées. Pour de faire des raquettes, des amendes et des cotisations pour repartir à nouveau vers leurs recherches. Mais tout ça, c'est dû à la faute de l'État, parce que c'est l'État qui détient les moyens. Ils devaient sortir la grosse artillerie et partir à leur chevet. Parce que si la marine était déployée et les hélicoptères vers les hautes mers, nous avons espoir qu'ils allaient les retrouver. Mais l'État est resté là où on les a appelés plusieurs fois pour qu'ils viennent à notre aide, mais c'est peine perdue. Un incendie d'une rare violence a ravagé l'imprimerie de Ndiagasek. Le président de la Ligue régionale de sport-boule de Diourbel, les causes restent encore inconnues, mais l'on soupçonne une origine électrique. Les 2 ateliers de l'imprimerie de Ndiagasek ont pris feu cet après-midi aux environs de 15 heures. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Le commandant de la 22e compagnie d'incendie et de secours, le lieutenant Ibrahima Kamara, explique. L'engagement de 15 grades et sapeurs et un fourgon pompe-tonne plus un VIL nous a permis de circonscrire le feu. On a établi 2 petites lances qui nous a permis d'enrayer la propagation de l'incendie. Donc Dieu soit loué. On a eu quelques difficultés, mais on a fait le maximum. Les difficultés étaient liées à l'accès, parce que le bâtiment était fermé. Donc on devait passer par les maisons contiguës pour pouvoir accéder à la toiture. C'est ce qui nous a un peu fatigués, mais Dieu remercie, on a réussi la mission. Le lieutenant Ibrahima Kamara conseille à la population d'être vigilant, surtout en cette période de chaleur. On les conseille vraiment de couper l'électricité de temps en temps. Quand les gens partent souvent, ils oublient de couper l'électricité. Et de veiller également sur les conduits électriques de temps en temps, que les propriétaires des magasins vérifient leur installation électrique. Chaque 3 mois, ça doit se faire. Donc ça leur permettrait vraiment d'éviter ces genres de faits-là, parce qu'on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Parmi les victimes de cet incendie, il y a cet enseignant du nom de Mamadou Wendedian. Les gens qui sont ici au niveau d'Escale, et ils nous ont aidés véritablement à sauver quelques bagages, à sauver quelques matériel d'ordre personnel, et nous véritablement nous le remercions gracieusement. Les causes de cet incendie ne sont pas connues, mais on soupçonne les installations électriques. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous disais dans les titres, attaque à main armée de la caravane Réumgor de Louis-Jérôme Ndiolen à Chériflo par le maire sortant Ousmane Sarr. Le camp de ce dernier apporte un démenti et des précisions sur l'arrestation des jeunes dans la localité. Marfous Ba est le chargé de communication du maire Ousmane Sarr, que nous écoutons avec Babacar Sow.
apporter des éclaircissements par rapport, et voire même dire des démentis par rapport à des informations qui sont en train de circuler dans la presse, disant que la caravane de M. le maire Ousmane Sarr est en train de semer une violence dans la commune de Cherif Lo. Primo, la première chose à éclaircir, M. le maire de la commune de Cherif Lo est en phase avec la non-violence qui a été prônée par le président de la République, M. Macky Sall. Nous sommes les partisans de Benno Bokk Yakaar. Aucune violence n'a été notée depuis le début de la campagne. La chose à éclaircir, il avait eu un rassemblement organisé par des femmes dynamiques qui sont derrière le maire M. Ousmane Sarr à Kër Thione Sarr. Et lors de cette manifestation-là, des jeunes sont venus pour gâcher vraiment le financement qui a été octroyé par ces braves dames-là qui sont en train de soutenir le maire depuis 2014. Donc c'est en perturbant cette activité-là que même les dames-là, cet après-midi-là, elles n'ont pas eu à terminer leur activité. Chose faisant parce qu'ils ont été dérangés. Donc ça veut dire que nous, on était venus pour des actions de développement dans le village même de M. le maire. Des jeunes nervis sont venus pour déranger l'activité de ces braves femmes-là. Et il y a eu même une bonne dame qui a été agressée et sa main a été même apportée avec des preuves médicales. Ce sont ces dames-là qui se sont retournées et ont fait des plaintes contre ces jeunes-là. Mais M. le maire n'est mêlé ni de près ni de loin à ces choses-là. Vous ne pouvez pas prendre des gens en train de faire des activités de développement, toutes des braves dames qui sont là pour aider leur mère, des jeunes de Kër Thione Sarr. Je ne citerai pas leur nom, actuellement ils sont en prison. Ils sont venus pour déranger ces braves dames-là qui étaient venues pour des actes de développement. On les appelle les Amazones. Ce sont de fausses informations. C'est une dame qui a été agressée qui a porté plainte. Campagne électorale mouvementée mais qui se poursuit tout de même. La coalition Benno Bokk Yakaar a mobilisé ce vendredi le candidat à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, était à cette occasion l'invité de Zahra Iyane Thiam dans la commune de Sicap, occasion saisie par le ministre de la Santé, non moins candidat à la ville de Dakar, de décliner son programme pour la ville de Dakar intitulé Dakar bu bees. Abdoulaye Diouf Sarr que nous écoutons avec Ismaël Marcel Colli. Le train de Dakar bu bees va entrer en gare le 23 janvier 2022, Inch'Allah. Population de Sicap, cette chance-là, waa Sicap di ngeen ko saisir. C'est une opportunité que vous n'allez pas rater. Et à coup sûr, si compétition des territoires bi ñu jëm, Zahra Iyane Thiam na atout majeur pour Sicap et pour Dakar. Force de défense et de sécurité ASP jàppale leen pour que ñu sécuriser quartier bi. Teg un numéro vert dédié aux alertes pour que à chaque fois que de besoin ñu mën a aar askan bi. Loolu mooy Dakar bu bees. La capitale politique de Dakar va changer de cas. J'ai l'impression que les Sicap Liberté vont bientôt devenir la capitale politique du département de Dakar, alors que pendant beaucoup de temps dafa mel ni Yoff l'affaire bi mi ngi déplacé vers Liberté. Mais c'est tout à l'honneur de Sicap Liberté parce que vous avez une très grande dame, vous avez un leader boo xamante ne est exceptionnel, vous avez un prochain maire qui va transformer Inch'Allah Sicap Liberté. maa ngi leen di remercier bu baax wa salaam. À Diourbel, la coalition Benno Bokk Yakaar a adopté la stratégie de porte-à-porte. Le coordonnateur du mouvement Jël Li Ñu Moom, Assane Diallo, conseiller technique au ministère de la Jeunesse, soutient que l'objectif est de déconstruire la perception du maire sortant. Ces propos sont recueillis par Adam Ndiaye. Je dois avouer que je travaille étroitement avec le directeur de l'insertion, M. Abdourahmane Dembali, qui est au niveau du ministère de l'Emploi. Nous sommes en train effectivement de faire des visites de proximité et d'expliciter le programme du candidat Dame Diop. Je pense qu'il l'avait présenté de si belle manière lors du meeting de rentrée, de démarrage. Et il revenait à tous les responsables de vraiment, en tout cas, suivre le tempo. Cette année, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dû constater, en tout cas, le mot d'ordre, c'est moins de caravanes, beaucoup de proximité. Je pense qu'aujourd'hui, nous étions dans Dembawele et nous allons même poursuivre toute la nuit au niveau de Ngolomik. Demain, durant le week-end, nous avons prévu de faire des activités avec la jeunesse au niveau de Grand Diourbel, mais également au niveau de Ndayane. Nous pensons que c'est des élections locales. En tout cas, les populations, elles ont encore besoin
de mieux comprendre les programmes des uns et des autres, mais surtout de comprendre les réalisations du président de la République, Macky Sall, au niveau de Diourbel. Parce que pour le candidat sortant, en tout cas et ses partisans, tout le monde en tout cas semble croire que ce sont les réalisations du maire sortant. Mais il était de notre devoir, de déconstruire en tout cas cette perception, en tout cas biaisée du bilan du maire sortant. Vous savez tous que si aujourd'hui Diourbel a eu un changement radical au niveau de son visage, en tout cas sur le plan en tout cas de la voirie, de l'éclairage public, on ne peut pas nier que c'est au niveau un leadership du président Macky Sall qui a permis tout cela à travers Promoville. Restons toujours à Diourbel où le candidat de la grande coalition Gëm Sa Bopp, Maître Ibrahima Gueye, greffier en chef au tribunal d'instance de Bambey, a organisé une caravane de sensibilisation dans les grandes artères de la ville de Diourbel. Son option est d'assainir la gestion locale. Maître Ibrahima Gueye est au micro de Adam Adjaye. En point 1 de notre programme, nous avons l'ambition de faire de la culture un puissant levier économique. La première partie, c'est le tourisme religieux. Et la particularité de Diourbel, c'est que nous avons de grands chefs religieux qui n'existent nulle part ailleurs. Donc ces morts de Khaddam-là, ces grands dignitaires, doivent être le soubassement d'une politique qui va nous faire bénéficier d'un tourisme religieux qui va faire en tout cas entrer beaucoup de fonds dans cette ville-là. Quand nous avons la chance d'avoir un monument comme Serigne Touba, qui est un patrimoine universel, donc je pense qu'il y a des ressorts aujourd'hui qu'il faudra activer pour pouvoir permettre à cette ville-là de bénéficier de l'éminence de cette personnalité-là. Sur le plan purement culturel, artistique, Diourbel a un énorme talent. Pour exemple, sur 9 éditions du Fesnac, Diourbel en a remporté 7. C'est la preuve que les jeunes Diourbellois ont un potentiel artistique qui demeure aujourd'hui inexploité. Lorsque nous aurons la chance de gagner la mairie, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons assainir la gestion de la chose publique. Parce que pour une mairie comme Diourbel, où on vous prend 206 contractuels, pour une enveloppe pratiquement qui avoisine les 15 millions mensuels, et des gens qui sont payés à ne rien faire, c'est une insulte à la population. Je pense que cette pratique-là doit cesser. Ces 15 millions-là auraient pu permettre à régler d'autres problèmes dans cette ville. Je ne comprends pas cette politique qui veut qu'en période de Ramadan, qu'on puisse dégager un certain nombre de millions à titre de secours au corps. Ces genres de pratiques doivent cesser parce qu'en réalité, c'est en tout cas la dilapidation des biens qui appartiennent à tout le monde. Et le troisième axe, nous allons nous inscrire dans la dynamique d'une justice et d'une équité sociale. Parce qu'il n'est pas acceptable que des citoyens puissent bénéficier de certains nombres de privilèges pendant que d'autres en souffrent. Aujourd'hui, aller dans les quartiers périphériques, il y a un manque criard d'eau. L'eau potable ne parvient pas à ces quartiers-là. Et l'éclairage public également ne parvient pas à ces quartiers. Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, qu'il puisse avoir dans le périmètre communal des quartiers non desservis par le réseau hydraulique. Ça, c'est inacceptable. Sur le plan sportif, nous ambitionnons d'avoir un club de ville. À Kaolack, la tête de liste majoritaire de la coalition Gox Bu Bess, Dr Rose Wardini, invite les citoyens à ne pas voter pour ceux qui n'aiment pas leur localité. Face à la presse, elle invite les autorités à agir pour que l'appareil de mammographie qu'elle avait offert aux femmes de Kaolack soit fonctionnel. Dr Rose Wardini est au micro de Mamadou Camara. Je dis toujours qu'avec une bonne synergie, s'il y a une intercommunalité, je pense qu'il peut y avoir une bonne synergie d'action pour apporter des solutions. Et comme je dis, il ne faut pas rester à la mairie et les bras croisés. Je pense qu'il faut prendre des initiatives et activer la coopération décentralisée, activer le partenariat public-privé, réduire les charges de fonctionnement pour pouvoir avoir les moyens de son programme. Parce que c'est bien beau de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il faut réfléchir aux solutions qui peuvent nous amener à apporter des solutions, c'est-à-dire à pouvoir exécuter. J'ai amené un conteneur et que je me suis débrouillé à faire l'exonération et tout ça, et à amener donc à bon port ce conteneur. D'ailleurs, qu'on a une mammographie qui est à l'hôpital de Kaolack et que je souhaiterais, je lance un appel à ces autorités pour que cet appareil soit mis en marche, car c'est pour la transparence par rapport aux partenaires qui me l'ont donné. Demain, quand ils vont venir et voir que cette mammographie est bénéfique aux populations de Kaolack, ils disaient qu'ils avaient d'énormes problèmes pour faire venir donc des conteneurs, que certaines personnes de la diaspora trouvaient des moyens avec les politiciens. Bon.
Aux Parcelles Assainies, l'inspecteur du district plaide pour plus d'implication des autorités municipales au sein des écoles et suggère la dotation de matériel afin d'alléger la production de supports de cours et aussi la dotation d'outils informatiques pour mieux encadrer les élèves. L'inspecteur de l'éducation, cher Ibrahim Kamara, est au micro de Amadou Moustapha Dia. Oui, nous nous réjouissons d'abord, en tout cas, de l'accompagnement qui se fait, parce que nous sommes aux Parcelles Assainies, tout le monde le sait. Le maire s'évertue beaucoup, en tout cas, à équiper les écoles, à doter de fournitures aux enfants. Maintenant, il serait bon, dans le cadre même de ce partenariat, de ce jumelage, n'est-ce pas, qu'on invite déjà le maire, qu'il puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait, et par son canal même, on pourrait peut-être atteindre ce que vous dites là, que des enfants même se déplacent d'ici pour aller rejoindre leurs camarades en Italie. C'est fort possible, mais nous souhaitons aussi que les autorités territoriales accompagnent davantage nos structures en les dotant de matériel informatique, de photocopieuses, de lithographes, parce que de plus en plus, depuis le CII, les enseignants ont besoin d'images pour évaluer, parce que l'ESBS, il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas évaluer théoriquement. On ne peut que les évaluer avec des images, et les écoles ont besoin en tout cas de moyens pour la reprogrammer. C'est le problème central. Au-delà, en tout cas, que ces écoles soient encore dotées de salles informatiques. Nous ne pouvons pas vivre au XXIe siècle et que les écoles ne soient pas encore de plein pied dans le domaine d'éthique. En tout cas, nous souhaitons beaucoup et nous lançons un appel à toutes nos autorités territoriales, principalement notre maire Moussassi, qu'il vienne davantage, il le fait, mais davantage encore en aide sur ces points énumérés. Et puis le Sénégal a levé 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a annoncé vendredi le ministère des Finances et du Budget. Dans un communiqué reçu à l'APS, le ministère indique que l'État du Sénégal, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, a procédé le vendredi à une émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de 5 ans et sur un montant de 37,5 milliards de francs CFA. La même source souligne qu'à l'issue de l'opération, sur des soumissions reçues de 180 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de couverture de 479%, un montant de 40 milliards de francs CFA a été retenu avec un taux d'intérêt de 4,29%, soit le taux le plus bas de l'Union. Ces résultats confondent la qualité de la signature du Sénégal et l'appréciation positive des politiques publiques par les investisseurs, nous disent nos confrères de l'APS. Et puis, je vous le disais en titre, les Maliens ont répondu massivement à l'appel des autorités de transition. Ces dernières avaient lancé un appel à la mobilisation pour dire non aux sanctions de la CEDEAO. Des milliers de manifestants ont arboré des couleurs nationales vert, jaune, rouge contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales qui ne faiblissent pas. Vous suivrez certainement la correspondance de Nouham Diko dans nos toutes prochaines éditions. Sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la RADDHO qui a également réagit et exprime sa vive solidarité au peuple malien, durement éprouvé par des crises multiformes. À cet effet, la RADDHO on formule également plusieurs recommandations, à savoir l'organisation des consultations politiques les plus inclusives possibles afin de déterminer des propositions raisonnables pour une sortie de crise et qui permettront la levée rapide des dites sanctions par les autorités militaires du Mali. Elle invite la CEDEAO à renouer les fils du dialogue afin de trouver une issue heureuse à cette crise dans les meilleurs délais. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme qui demande souteneurs des deux camps, à savoir Raison Gardée, qui invite également les organisations régionales et internationales à intervenir promptement pour aider à un retour rapide de l'ordre civil et constitutionnel dans la paix et le respect des engagements des autorités maliennes. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme qui encourage la société civile africaine à proposer ses services et à travailler à un rapprochement des positions en vue d'une issue heureuse, nous dit le communiqué de la RADDHO. Direction la Côte d'Ivoire, où la 5e phase du dialogue politique est ouverte le 16 décembre 2021, au dernier
puis interrompue par la suite, reprendra le 20 janvier prochain. Cette reprise devrait donc consacrer le démarrage des travaux en comité restreint. La correspondance de Justin Assalé. Après quelques semaines de suspension, le dialogue politique va finalement reprendre le 20 janvier prochain, indique une note du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les thèmes du dialogue ayant été tous reçus des partis politiques et de la société civile, le dialogue reprendra le jeudi 20 janvier prochain, pouvons-nous lire dans cette note. Initialement prévu pour le 17 décembre 2021, le délai de dépôt des propositions de thèmes par les partis politiques et les organisations de la société civile avait été prorogé jusqu'au 27 décembre 2021, selon un courrier signé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. La date du 20 janvier 2022 devrait consacrer le démarrage des travaux en comité restreint, cadre de discussions approfondies conformément au mode opératoire à chaque phase du dialogue politique. Rappelons que le Premier ministre Patrick Hachi avait ouvert les pourparlers le 16 décembre dernier. Pour une issue heureuse de ces discussions, tous espèrent que les poursuites judiciaires annoncées par le procureur de la République Ado Richard le 27 décembre dernier contre certains leaders de l'opposition, dont Henri Konan Bédié, ne soient pas mises en exécution pour une embellie du climat politique en Côte d'Ivoire. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. CAN 2021, 6 joueurs tunisiens positifs au Covid-19 a annoncé la fédération tunisienne ce vendredi à 2 jours du deuxième match de groupe contre la Mauritanie. Les joueurs contaminés ont été placés en isolement et ne pourront pas participer au match de dimanche contre la Mauritanie. Puis l'international sénégalais Pape Gueye a été suspendu par la FIFA à la suite d'un différend entre son club de l'Olympique de Marseille et le club anglais de Watford, a annoncé ce vendredi le sélectionneur sénégalais Pape Gueye, 22 ans, présent actuellement au Cameroun avec les Lions du Sénégal, a eu des problèmes extra-équipe nationale. Il y a eu des problèmes entre Watford et Marseille sur un transfert. La FIFA l'a suspendu, a déclaré à l'UNCC. Restons toujours sur cette CAN édition 2021. Le Sénégal et la Guinée qui se quittent donc sur un score nul et vierge, 0 but partout. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Retour sur ce match. Un match Sénégal-Guinée qui a plongé certains dans la déception après la prestation terne des Lions. Un nul dans un derby où chaque équipe aura eu sa mi-temps. Un retour sur ce match avec notre envoyé spécial Ignace Ney. Il n'y avait pas que les supporters sénégalais qui étaient déçus de la prestation de leur équipe. Certains joueurs sénégalais, le visage serré, ont quitté également la zone mixte sans lâcher le moindre mot. Les rares joueurs comme Sadio Mané, Joseph Lopi ou encore Loumdiaye qui ont voulu s'expliquer ont déclaré ceci. On a poussé à la fin pour essayer de prendre les 3 points. On n'a pas pu les prendre. On sait que dans une compétition comme ça, si on ne prend pas les 3 points, il vaut mieux ne pas perdre le match. C'est ce qu'on a su faire, donc c'est important pour la suite. C'est pas la fin du monde, c'est le football. Je me rappelle en 2019, à ce moment, on avait perdu le match et on a été mentalement costaud. Et donc, je pense que par rapport à ça, on a de l'expérience. Coupe d'Afrique, on sait que l'effectif est important. Aujourd'hui, on répond présent, mais on a hâte de retrouver nos camarades quand même. Pendant que certains décriaient le jeu décousu des Lions, la prestation terre de certains joueurs, Aliou Cissé, lui, a un tout autre avis. Il se dit satisfait dans la mesure où en deuxième période, je pense qu'on a été beaucoup plus agressif, on a mieux contrôlé le match, on a été beaucoup plus propre techniquement. C'est tout le contraire de la première période où on a manqué d'impact, on a manqué d'agressivité. Dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été assez propre. Le réveil du Sénégal en seconde période a atténué les ardeurs des Guinéens. Des Guinéens satisfaits tout de même de ce point du match nul, même si pour le sélectionneur Kaba Diawara, un nul entre les deux équipes qui ouvre la porte aux Lions et au Sili national pour le second tour en attendant de valider leur ticket mardi prochain. Envoyé spécial à Bafoussam Ignace Ndeye pour la radio Sud FM. Ignace Ndeye, réaction également de l'ancien international Elhadji Diouf qui accueille plutôt cette nouvelle avec satisfaction. Ce point du nul, il est avec Ignace Ndeye. Félicitations aux joueurs parce qu'ils se sont qualifiés déjà. Avec 4 points, je crois que tu es qualifié. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un derby et les derbys, c'est jamais facile à jouer. On va récupérer encore, se préparer pour le dernier match et jouer la carte première pour rester à Bafoussam et finir premier du groupe. On a vu une prestation terne des Lions. Est-ce que vous n'êtes pas déçu?
dessus. Non, vous savez bien qu'il y a la chaleur, c'est pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des endroits très frais. Maintenant, j'espère que cette équipe va monter en puissance. La première mi-temps, c'est vrai qu'on avait du mal. Je ne sais pas que c'est la chaleur ou quoi, mais la deuxième mi-temps était meilleure. Mais c'est comme ça, il faut féliciter les joueurs, les encourager. Et comme ça, mieux vaut maintenant que les matchs à venir qu'on ne soit pas au top. Mais je crois qu'ils vont monter en puissance. Et quel est le conseil que vous avez aujourd'hui à donner au sélectionneur Aliou Cissé? De toute façon, il n'a pas perdu, comme je dis. Il n'a pas perdu et on est qualifié. L'objectif était de se qualifier et il l'a fait. On veut gagner ce trophée. Notre objectif, c'est de le gagner. Donc, tout ce qu'on fera, c'est pour aller de l'avant et je crois qu'on est en train d'aller de l'avant. Réaction également du camp adverse du capitaine guinéen Naby Keïta au micro de notre envoyé spécial. Pour moi, je pense que je suis élu homme du match. C'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important aujourd'hui est que l'équipe s'est qualifiée. Aujourd'hui, on a 4 points. Nous allons tout faire pour nous battre, pour gagner le dernier match, pour se qualifier. Chaque match a sa façon de jouer. Et aujourd'hui, c'était un derby. Il faut tout donner pour la nation. On est là pour eux. Alors, on connaît Guinée-Sénégal, c'était le derby. Heureusement, on était venus ici aujourd'hui pour gagner ce match. Ça n'a pas été le cas. Mais je pense que nous allons essayer de corriger nos erreurs pour gagner le dernier match, pour se qualifier. La situation qui reste donc compliquée pour cette équipe du Sénégal qui peine à avoir son équipe type à cause de la pandémie. C'est l'avis du journaliste de RFI, Eric Mamrout, qui s'est confié à Ignace Ndeye. On sait que l'équipe du Sénégal est en difficulté en ce début de tournoi. Elle n'a pas tous ses joueurs valides. Donc forcément, c'est compliqué. En plus, ce ne sont jamais les mêmes qui sont out. Parce que même Gana Gueye et Ballo Touré qui ont fait le premier match, on ne peut même pas s'appuyer sur eux pour qu'ils jouent le deuxième match. Aliou Cissé doit sans cesse un peu revoir sa composition d'équipe, qui est loin d'être son équipe type. Donc forcément, à partir de là, on ne peut pas tirer de grandes conclusions sur le comportement d'une équipe quand elle n'affiche pas son équipe type. Après, on voit que c'est compliqué, surtout les premières minutes. Les joueurs ont du mal à se trouver un peu sur le terrain, avoir les automatismes, il y a des petites erreurs. Bon, c'est compliqué, il faut... mais quand même, ils arrivent à s'en sortir malgré tout. Bon, la dernière fois, grâce à un penalty à la dernière seconde, là, ils prennent quand même un point du nul et ils auraient même pu gagner puisqu'ils ont eu quand même 2 grosses occasions. Bon, ils sont là, l'important c'est de courber les chines et de passer l'obstacle du premier tour, ce qu'ils vont faire sans problème. Et après, au fur et à mesure, les 4 vont revenir et ça va aller de mieux en mieux. Le Sénégal et la Guinée se quittent donc sur un score nul et vierge, 0 but partout en match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Les 2 équipes à égalité de 4 points joueront leur qualification lors du dernier match. Le Sénégal jouera contre le Malawi alors que la Guinée affrontera le Zimbabwe lors de la dernière journée. Sénégal-Malawi, c'est ce mardi à 16h, 15h à Dakar. Le match Guinée-Zimbabwe aura lieu à la même heure.